Alors, le dernier grand virage a été un diagnostic médical de cancer du foie où on me donnait 3 mois à vivre et avec la possibilité d'une opération. Et en fait, en m'endormant le moment de l'opération, sous anesthésie, je me suis vraiment fait la promesse que si j'en sortais, à ce moment-là, je changerais de voie. Donc en fait, ce que la conscience avait déjà compris, ce que je préparais dans ma tête, ne s'est avéré véritablement comme impérieux que quand la médecine habituelle m'a mis face à une prédiction défavorable. Et donc à l'heure actuelle, et depuis longtemps maintenant, j'écoute mon corps. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle. Suite à l'annonce d'un cancer foudroyant, Marie-Pierre s'est fait la promesse de changer de vie, si elle s'en sortait. Nous sommes plus de 20 ans après, et je peux vous dire qu'elle a su trouver sa place. Après avoir été conservatrice dans une bibliothèque, puis chef de projet dans le multimédia, elle est aujourd'hui auteure, conférencière et thérapeute en art stratégique chinois. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Pierre Digisanger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, c'est pas vraiment un objet, j'ai pas respecté la lettre. Ah, il y a pas de règle, c'est pas grave. Objet. Encore que. Et donc, c'est un tableau. C'est un tableau qui est fait par un artiste chinois contemporain. Il est né en 75, donc il est de notre époque. Et il représente 2 figures sans visage qui jouent de la musique et qui s'adressent, alors je dirais à l'univers, mais qui semblent s'adresser à des oiseaux. Alors il y a une histoire derrière ce tableau parce qu'il y a un écho avec des tableaux célèbres, anciens, très classiques chinois. Mais surtout, ce qui m'interpelle dans ce tableau qui est juste à côté de moi là au moment où on se parle, c'est la communication entre les mondes, la capacité de respecter le vivant, qu'il soit humain ou animal, ou la nature. Et la notion fondamentale de transmission. Donc, on pourrait dire que ces personnes n'ayant pas de visage, nous ne pouvons pas les identifier, mais en même temps, on voit bien qu'elles sont humaines, on voit bien qu'elles ont un savoir-faire, puisqu'elles jouent de la musique, et elles représentent pour moi autant nos aïeux que ceux et celles qui nous ont précédés et dont nous ne sommes absolument pas de la même famille, mais qui sont engagés dans un travail sincère, on va dire continue dans le sens sans se décourager parce que c'est pas forcément simple de transmission et de partage des savoir-faire. Sans autre but que ce bonheur-là. Et il me semble que ce que vous faites avec votre podcast, c'est un peu ça, hein. Voilà. Et je mettrai la photo parce que bon, comme on est en format podcast, on voit pas le tableau. Je mettrai la photo sur Instagram et sur le blog pourquoipasmoi.co pour ceux qui ont envie de découvrir en plus. Avant qu'on parle du coup justement de votre vie de maintenant, vous êtes connecté à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous avez grandi ? Où est-ce que j'ai grandi ? J'ai grandi en Alsace. Je suis née à Colmar, donc dans une jolie ville, on va dire, de province, aux confins du territoire de France, puisque je suis française bien sûr, mais sur une terre qui a été une terre de passage entre le sud et le nord de l'Europe, mais aussi une terre de guerre qui a souffert puisque la frontière a bougé. Et donc et aussi ce qui est important, votre question, c'est que dans un territoire où le ciel est souvent très bleu. Donc mon arrivée à Paris à 17 ans a été la découverte du beau gris parisien, mais aussi de ce que peut être la grisaille parisienne. Oui.
Oui, on peut avoir pendant plusieurs jours pas de ciel bleu et pas avoir le soleil. Ouais. Et, et avant qu'on parle de votre arrivée à Paris, quand vous étiez une petite fille, que vous aviez 6-7 ans, c'était quoi vos rêves? Mon rêve, c'était, alors c'est intéressant. Bon, on va pas partir tout de suite sur les coïncidences et sur la pertinence de vos questions. Mes rêves, c'était d'être vétérinaire. L'un de mes rêves était d'être vétérinaire. L'autre, je m'imaginais, parce qu'il y avait des objets justement venant d'Asie dans la maison familiale, je m'imaginais euh, euh, je m'imaginais dans des paysages à la Pearl Buck, pour ceux qui connaissent Pearl Buck, qui est un auteur, enfin un auteur connu quand même à l'heure actuelle. Et donc je m'imaginais dans des univers étrangers à celui de mon territoire officiel de naissance, et, je m'imaginais au contact d'animaux. Et quand il a été question de choisir du coup qu'est-ce que vous alliez faire pour les études, ça s'est passé comment pour vous? Alors à ce moment-là, on va dire j'ai choisi la raison. À ce moment-là, comme j'étais bonne en maths, j'étais dans une filiale scientifique, et je m'intéressais à la nature, et il y avait cette idée d'être vétérinaire qui se transformait en d'être ingénieur agronome, de travailler au vert, on va dire. Et je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai été d'abord coincée par ma filière scientifique, puis je me suis dit c'est pas l'agriculture qui m'intéresse, c'est la culture, hein. Je suis donc ensuite passée tardivement vers une carrière littéraire, hein. Et ensuite je me suis dit mais c'est pas plus la culture qui m'intéresse, c'est les deux. Et donc j'ai mis un petit peu de temps. J'ai atterri en fait dans une carrière dans le multimédia avant l'heure, hein, et j'ai mis du temps à vraiment pouvoir me caler sur mon activité aujourd'hui, que je n'ai trouvé que par le hasard des coïncidences heureuses et malheureuses. Et ça, avant qu'on en parle, du coup, au moment de comprendre que finalement c'était pas l'agriculture mais la culture, toutes ces étapes, comment vous l'avez vécu? Parce que quand on est jeune, étudiant et qu'on change de voie, c'est jamais simple. Et en plus, vous à l'époque, c'était ça. Enfin, c'était aujourd'hui changer, c'est des choses qui se font, Oui, mais j'ai plus de 60 ans, on va le préciser, quoi, hein. voilà, Donc, c'est ouais. et on est vraiment on était encore plus qu'on ne l'est maintenant, puisque les choses ont bougé, dans un système où vous faites certaines études qui vous conduisent à certains métiers, qui vous conduisent à une certaine voie, et puis après changer, c'est soit une vraie cassure du destin, c'est rarement un choix personnel. Ce qu'on peut, à l'heure actuelle, la solution, enfin la société a un petit peu évolué là-dessus, même si ça reste souvent l'effet de cassure. Donc moi, ce qui m'a aidé, et c'est presque incroyable de dire ça, c'est que j'ai toujours écouté mon corps. Et Depuis donc, toujours? pardon? Depuis toujours? En tout cas, si je me réfère au changement d'orientation d'une voie dans laquelle j'étais vraiment officiellement bien, enfin brillante, enfin comme on disait à l'époque, Reconnu. reconnue, vers quelque chose d'autre. Je pense qu'à l'époque, j'ai suivi mon ressenti profond qui s'est imposé à moi, mais que je ne pouvais pas expliquer. C'était ça le drame, hein. Je ne pouvais pas l'expliquer, donc étant incomprise. Et surtout quand j'ai vraiment viré vers les techniques. Le terme de virer, vous savez, comme le lait qui tourne. Quand j'ai vraiment viré, alors que j'étais déjà chef de projet aux US, avec une grosse boîte, enfin bref, vers les techniques énergétiques, hein, qui sont maintenant ma pratique depuis plus de 20 ans, j'ai tenu, mais j'ai essuyé les sarcasmes, les critiques, ça a été, on peut dire, terrible, hein, y compris de personnes proches. Et de membres de ma famille qui disaient très clairement on ne sait pas ce que tu fais, on peut même pas l'expliquer, etc. Donc peut-être que le seul mot
où je vais mettre 2 mots pour répondre à votre question, ça a été énergisant et très douloureux pendant un temps. Et comment il vous parlait du coup votre corps? Parce que chaque personne a son corps qui lui parle différemment. Alors le dernier grand virage a été un diagnostic médical de cancer du foie, où on me donnait 3 mois à vivre, et avec la possibilité d'une opération. Et en fait, en m'endormant le moment de l'opération, sous anesthésie, je me suis vraiment fait la promesse que si j'en sortais, à ce moment-là, je changerais de voie. Donc en fait, ce que la conscience avait déjà compris, ce que je préparais dans ma tête, ne s'est avéré véritablement comme impérieux que quand la médecine habituelle m'a mis face à une prédiction défavorable. Ouais. Et donc à l'heure actuelle et depuis longtemps maintenant, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps, pas pour me mettre systématiquement dans un fauteuil quand il m'envoie des signes, mais pour tenir compte du signe et m'interroger sur ce signe. Est-ce qu'il est simplement un signe de fatigue, normal par rapport à ce que j'ai fait la veille, ou par rapport à ce que j'ai mangé que j'aurais pas dû manger, ou est-ce qu'il est une indication de ce que finalement, il me parle d'une usure qui implique de faire un ajustement. Donc là maintenant, contrairement à ces périodes précédentes, les ajustements, c'est au quotidien, tout le temps, au fil de l'eau. Donc ce sont des tout petits ajustements. Ouais. On n'a plus besoin que ce soit dramatique. C'est ça. J'en parlais récemment là avec une personne qui a fait aussi, donc moi j'ai fait un burn-out il y a 3 ans, et avec une autre personne qui a fait un burn-out et qui me disait que c'était une attention de chaque instant, mais qu'en effet, comme on est attentif à chaque instant, on replonge jamais, parce qu'en fait on a vécu un truc qu'on n'a plus jamais envie de vivre dans sa vie. Donc du coup c'est vraiment, on fait des petits ajustements là où avant on fonçait droit dans le mur. Et sur ce sujet-là, parce que dans ma pratique, le nombre de personnes que j'ai pu côtoyer et dont j'ai eu l'honneur d'avoir en consultation, qui sont ou étaient en burn-out, le burn-out est une occasion, alors pas immédiate, mais en or, de prendre le taureau par les cornes. Et dès lors que on accepte de passer un certain nombre de temps de reconnexion à soi-même, est une occasion en or d'aller vers qui nous sommes. Clairement. Je ne sais pas si vous connaissez Christine Michaud. Non. Christine, c'est une femme exceptionnelle qui est québécoise, qui a été présentatrice à la télévision québécoise, qui a fait un burn-out et qui ensuite... Et vous l'avez interviewée? Si, je l'ai interviewée. D'accord, ok. Ouais, oui. Je l'ai interviewée, et Christine, aujourd'hui, c'est une référence, en tout cas dans la francophonie, dans tout ce qui est psychologie positive, et elle appelle ça des cadeaux mal emballés de la vie. Ouais, c'est remarquable, quoi. Ouais, très juste. C'est très joliment dit. Ça des aiguillages. Parce que je vais pas remplacer sa formule qui est merveilleuse, mais suite à ces cadeaux mal emballés de la vie, nous nous trouvons face à des choix qui ne sont pas faciles à faire, mais qui sont vraiment le feu vert pour en tirer le meilleur parti possible. C'est ça. Et le gain, c'est regardez votre propre rayonnement. Alors les auditeurs n'ont pas l'image. Moi je vous vois, on voit bien que les choses sont à leur place, c'est-à-dire que vous êtes en cohérence avec vous-même, vous semblez être aligné avec qui vous êtes, et vous êtes présente à l'instant. Pour moi, ces 3 conditions sont celles qui permettent le déploiement. Ouais. La question est de ne pas conclure trop vite que nous ne nous en sortirons pas. Ouais, bien sûr. Parce qu'on s'en sort toujours. Est impatient. Ah bah oui. Il ou elle, nous sommes volontaires, impatients, nous sommes habitués à des injonctions
d'action. Or, pour moi, je suis quand même très influencée par la pensée classique chinoise. C'est souvent dans l'entre-deux, dans l'interstice, dans le silence, dans le vide, dans le creux de la dépression, même, j'ose le dire, que notre trame énergétique se reconstruit. Et pendant longtemps, on peut pas encore le présenter au monde. Mais bon, je parle trop. Non, pas du tout. Et justement, par rapport à donc tout ce qui est art ancestral chinois, médecine chinoise, comment c'est arrivé dans votre vie? Alors, il y a eu plusieurs portes, ou en tout cas, il y a eu plusieurs corridors, ou plusieurs étapes, ou plusieurs phases. Parce que cette question, la réponse initiale, pendant longtemps, je cherchais vraiment la réponse initiale. Hein. La première occurrence, c'est très clairement le fait d'avoir été diagnostiquée d'une certaine pathologie quand j'étais toute petite, vous avez parlé de 6-7 ans tout à l'heure, et d'avoir eu une mère courageuse qui m'a emmenée chez un acupuncteur. Donc là, on était vraiment dans les années 60, à un moment donné où ça faisait beaucoup rire ses amis apparemment, et ces séances d'aiguilles sans médicaments sur des méridiens invisibles ont remplacé des piqûres de pénicilline qui me faisaient terriblement mal. Enfin, tous ceux qui en ont eu savent à quel point c'est vraiment douloureux. Et donc là, il y a eu pour moi le premier contact avec une approche qui n'était pas celle de la médecine occidentale avec laquelle j'étais née finalement, et un effet tangible sans que je puisse comprendre ce qui se passait. Hein. Ensuite, il y a eu la découverte du Yiking. Hein, le Yiking, c'est le livre des transformations, c'est ce livre de divination chinoise que j'ai découvert à 17 ans et qui à ce jour, attendez voir, j'aurais pu le mettre aussi comme objet, je l'ai là sur mes étagères, il est toujours avec moi, il voyage avec moi. Hein, le livre. C'est un beau livre jaune. Voilà, beau livre jaune. J'ai aussi quand même celui de mon ami, la version plus récente, Cyril Javary, hein, qui a fait un gros travail aussi, mais je reste fidèle au premier. Hein, le Yiking. Et ça, pour toute personne qui ne connaît pas du tout ce texte, je vais juste dire un mot. C'est un texte ancien, chinois, qui permet de poser une question à l'univers, lequel va répondre, il y a une technique qui n'est pas si compliquée que ça, par un message visuel. On va pas parler de trigrammes, d'hexagrammes, etc. Et avec une réponse que quand on la lit au début, c'est pas forcément très clair. Bref, c'est un ouvrage qui peut paraître tout à fait opaque, mais qui, au fur et à mesure des années, est devenu pour moi d'une simplicité extrême et qui, en tout cas, m'a permis de sortir du binaire occidental, hein, où c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux, c'est méchant, c'est gentil, où je suis I'm successful, I'm a failure, hein, ces deux approches, et qui m'a permis sur des années, hein, parce que qui m'a permis l'apprentissage d'une certaine tolérance à l'ambiguïté. Quand je n'ai pas encore la réponse, je me remets pas forcément en cause en pensant que j'ai fait un truc de travers. Par contre, je me dis l'univers n'est pas encore prêt, il me faut encore un petit peu de temps. Hein. Et ça a été pour moi un apprentissage au fait que la solution peut être complexe et de lui donner du temps, de donner du temps à sa compréhension est un plus. Hein. C'est aussi une pensée qui affirme que l'obstacle, on a parlé du burn-out, est au service d'une opportunité que nous ne voyons pas encore. Bon. Et puis après, de manière plus professionnelle et on va dire rationnelle, je travaillais aux États-Unis et j'avais vu l'effet d'une intervention en feng shui classique dans un lieu dans lequel je travaillais. Et ça m'avait intéressée, mais surtout que je me posais la question à l'époque, parce que j'étais très
efficace et en comme pragmatique. bon, je voulais du résultat. J'avais vraiment bien compris que la même équipe travaillant sur le même projet, se retrouvant à Madrid ou à Londres ou à Boston, nous n'avions pas la même puissance de résultat. Il y avait un facteur qui ne pouvait, que je n'arrivais pas à pondérer, qui s'est avéré par la suite être la question de la lecture des lieux, la lecture de l'espace. Hein. Et donc, bref, au bout du compte, ça faisait longtemps que, on the side, je cherchais tout ce que je pouvais lire sur le sujet, je cherchais à me former, à une époque où ces techniques n'étaient encore pas tellement vulgarisées. Et après, j'ai pu lâcher. Et à partir de quel moment, du coup, vous avez, à l'époque, du coup, vous étiez chef de projet, donc vous disiez dans le multimédia, l'informatique, à Boston. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, vous avez dit stop? Enfin, vous parliez de votre cancer tout à l'heure. J'ai dit stop, c'est qu'il y a eu ce diagnostic médical qui m'a dit vous n'avez plus que 3 mois à vivre. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce qui compte? C'était pas mon boulot. Ce qui n'était pas, c'est pas ça qui est venu en premier. Hein, j'ai vraiment entendu. Et c'était ce qui s'est vraiment imposé à moi, c'est si tu survis, à ce moment-là, ne perds plus de temps sur des chemins qui ne sont pas les tiens. Ça, c'est Saint-Augustin. Je connaissais cette formule de Saint-Augustin, enfin, qui a à voir avec, il l'a pas dit comme ça, mais qui a à voir avec le fait que c'est par notre marche que s'inscrit notre chemin. Donc, c'est parce que nous déployons. Et j'ai tenu ma promesse, mais j'ai résisté pendant 1 an parce que bon, donc l'opération s'est bien passée, etc. Et c'était quand même très très difficile de reprendre même du poids, etc. Et mon boulot est venu me rechercher. Et moi, j'ai réussi à dire non, je ne reviens pas, je prends une année sabbatique. Et j'ai pris une année sabbatique, ça c'était courageux parce que c'était without money, sans. Oui, surtout que on sait qu'aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas le chômage, il n'y a pas tout ça. Mais simplement, je savais qu'il me reprendrait au bout d'1 an parce que ça avait été négocié. Et pendant ce temps-là, je suis allée en Chine. En fait, si je suis très honnête, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me prouver que ces techniques étaient du vent. J'ai appris davantage. Et puis j'ai commencé à voir des personnes. Au départ, c'était un public plutôt chinois, en fait, qui me contactaient pour des analyses de lieux. Et moi, je leur disais mais non, mais je suis pas du tout. Ça m'intéresse, mais je suis pas. Bref, donc j'ai résisté. Et puis un jour, je me suis dit en bonne matheuse, si la pertinence de mes analyses, c'était 1 fois sur 2, je pourrais laisser tomber. Mais le taux statistique, en fait, il y avait une pertinence vraiment systématique. Donc là, je me suis fait avoir. Je me dis bon, s'il y a pertinence, je tiens quelque chose. Donc je suis retournée voir mon employeur et je leur ai dit je lâche, j'arrête. Et ils ont pensé que j'étais folle, vraiment honnêtement. Mais je les ai embauchés. Je me rappelle, j'ai investi pour mon site internet. Au départ, a été fait par mes collègues. Je me rappelle de discussions où ils essayaient de me dire mais tu peux pas venir quand même pour tel projet, on a besoin de toi. Je disais non. Voilà. C'est ce que j'appelle un petit trait d'union. Voilà, ça a été un passage de guet bien fait. Mais ce que je ne veux surtout pas minimiser, ce sont les questions, les doutes. J'avais aussi systématiquement des migraines quand je faisais des analyses de lieux. Ce que j'ai travaillé en analyse pendant des séances et des séances et des séances, jusqu'à ce que je lise la chose à l'envers. Dans mon dernier livre, Le feu intérieur, il y a un chapitre qui est lire les problèmes à l'envers. Hein, que je lise le problème à l'envers en me disant, mais si les mots de tête, au lieu d'être le signe que je ne dois pas aller dans ces directions-là, sont là pour m'empêcher d'aller sur ma voie, comme des petits dragons qui essaieraient de me manger les doigts de pied pour me faire trébucher. Et cette réalisation-là, assumée, a fait, c'est presque miraculeux, mais c'est pas un miracle, c'est la réalité, que une fois que j'ai accepté, les maux de tête ont disparu. Ça paraît. Je veux pas dire qu'à ceux qui ont des migraines que c'est, mais en tout cas dans mon cas,
ça a été miraculeux. Puis après vogue la galère, quoi. Après, c'est un pas après l'autre et and the rest is history. Et financièrement, du coup, comment vous avez fait pour faire cette transition Alors, moi, je suis plutôt économe de nature, donc j'avais mis de l'argent de côté. J'ai aussi accepté des contrats de traduction à un moment donné, enfin, que je n'ai, parce que en fait, il y a aussi autre chose. C'est pas la loi du tout ou rien. Il fallait que je sorte d'un chemin officiel, professionnel, qui était le seul qui pouvait être glorieux au vu de mon passé, de ma famille, de mon éducation, etc. Donc, pour aller vers un territoire à explorer, parce que finalement, j'ai presque construit mon activité professionnelle. Hein, je me rappelle d'un lien quand je suis revenue en France d'un rendez-vous avec l'expert comptable que j'avais identifié, parce que je voulais pas être en association, je voulais être en profession libérale pour que ce soit le plus officiel possible, même si l'association, ça peut être une bonne formule pour certains. Et le gars m'avait dit, mais madame, je comprends pas ce que vous faites, en gros, vous feriez mieux de rester à la maison, à vous occuper de vos enfants. Et pareil, je suis sortie du rendez-vous en me disant, mais en étant secouée, en étant très attristée finalement, incomprise. Et puis en arrivant chez moi, je me suis dit, mais en fait, c'est pas de changer de voie qu'il faut faire, c'est de changer de comptable. Donc j'ai viré le gars. Il faut de la force pour faire ça, hein. Mais je l'ai fait, j'ai viré le gars, puis après, d'abord, je me suis dit, la comptabilité, c'est pas si compliqué que ça, et puis je me suis fait épauler autrement, hein. Donc, il y a des séries, et donc, le fait de ponctuellement, financièrement, euh, euh, de faire ce qu'il fallait pour être autonome. Et aussi, j'étais mariée, mais je souhaitais être autonome. J'ai toujours voulu être autonome par rapport à mon conjoint. Hein, donc ça a été une ligne directrice qui est ma posture à moi. Eh bien, au bout du compte, j'ai refusé de voir l'alternative comme étant la mort, puisque mon corps m'avait déjà dit que c'est de rester dans le système qui ne me convient pas que finalement, il y aurait pu y avoir la mort. Ouais. Voilà. Mais c'est très, enfin, tout ce que vous dites est très intéressant, mais clairement, c'est cette chose de se dire, bah voilà, on va vers sa voie, mais on y va étape par étape, parce qu'en effet, il y a des problématiques financières. Je pense à Claire, qui est une personne qui a créé son activité. Elle est, alors elle est paysagiste de jardin, mais elle est pas vraiment enfin, elle est décoratrice de jardin, on va dire. Et en fait, bon, bah au début, bah forcément, elle avait pas assez de projets, donc elle a commencé à faire des choses à côté, mais comme des petits boulots qui lui permettait d'aller en chemin, d'avancer. Exactement. Et il y a autre chose que vous venez de dire dans la définition de son activité à Claire. La difficulté quand on crée aussi sa propre activité dans un domaine qui n'est pas encore archi connu est d'arriver à mettre the label, le nom dessus, qui nous permet de rentrer dans une case INSEE. C'est ça. Moi, je crois que dans la case INSEE, finalement, alors que c'était Feng Shui classique, lecture des lieux, toute la partie astrologie chinoise, la partie stratégique de positionnement, eh bien, je crois que j'ai atterri dans la rubrique communication, ce qui n'avait absolument rien à voir, mais bon, tant pis. Hein. Et ce qui est aussi difficile, c'est d'être chahuté dans des dîners par des amis, par des personnes bienveillantes officiellement, par des questions infinies, mais où t'en es, mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est quoi ton truc, mais comment tu vas t'en sortir. Et là, la posture, elle est de bien, alors plusieurs choses. La posture, elle est de ne pas oublier que ces questions parlent plus de la personne qui les pose de nous-mêmes que de nous-mêmes. C'est ce qu'on dit, la vie des autres est le reflet de leur propre vie. Et c'est légitime que d'autres puissent avoir des craintes quant à notre survie économique, surtout si nous venons avant d'un domaine où tout rentrait dans les cases. Deuxièmement, seul, il est aussi acceptable et fréquent
que l'autre n'ait aucune idée de ce que nous voulions faire, parce que justement c'est encore en création, mais et soit porteuse de peurs qui ne sont pas les nôtres. Donc pour moi, ça a toujours été des tests. Dans quel état je me retrouve après tel dîner? Est-ce que j'ai été vraiment déraillée? C'est peut-être un petit peu trop tôt pour y retourner. Et à un moment donné, il faut aussi se protéger, tout en maintenant un lien avec l'univers. Et je vais confier à votre audience une situation dans un cocktail où je vais rarement, mais une situation très très publique, un peu mondaine ici aux États-Unis, où forcément la première question, ceux et celles qui connaissent les US, la première question is what's your name, what do you do, hein, quel est votre nom, que vous faites en France. En France, c'est qu'on peut quand même parler d'autre chose avant de parler lourdement de son travail. Et je l'ai vu venir. Je me suis dit, je vais encore devoir expliquer des choses que de toute façon qui n'intéressent personne ou qui sont trop particulières. Et ce qui m'est venu, c'est j'ai donné un autre nom que le mien. My name, je crois que j'ai dit je vais pas le dire. My name is et I am a monk. Je suis moine. Ce qui est une folie furieuse. Les amis à côté de moi sont dit mais t'aurais pu dire que t'étais une nonne, pas une moine, etc. Et ça a créé un effet. C'est sorti, ça a été transcendant. Les personnes qui me posaient la question ont très rapidement, je les ai plus revues de la soirée. Plus personne ne m'a chahuté de toute la soirée. Et j'ai pu finalement passer du temps avec des personnes qui ont compris que j'avais de l'humour. Hein. Donc ça, c'est en fait une vraie technique qui est finalement d'oser la feinte. Je l'ai faite avec humour, évidemment, mais d'oser la feinte le temps du repositionnement. Parce que quand on est en transition, on est comme un animal qui sort de sa chrysalide ou qui est dans une, vous le savez ça, nous sommes vulnérables. On est vulnérable. Donc, de deux choses l'une, soit vous vous mettez aux abris, soit vous ne sortez pas sans parade. Et si vous sortez sans parade, c'est aussi un moyen de faire du tri dans votre relationnel. Parce qu'au bout du compte, souvent, les personnes avec qui vous étiez proches au début, avant la transformation, ne sont pas forcément celles qui vous accompagneront le plus après la transformation. Mais tout ça, vous le savez, hein? Vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu, oui, clairement. Et c'est un vrai sujet, hein, l'entourage, de se dire que clairement, ce type de moment de vie, quand on apprend vraiment à se connaître et à, du coup, à assumer qui on est et donc dire non à des choses où à l'époque on disait oui pour pouvoir faire plaisir aux autres. Clairement, du coup, ça fait du tri dans l'amitié, ça chamboule parce qu'on se dit voilà, telle personne que je considérais comme une amie, en fait, en vrai, c'est pas une amie parce qu'en fait, notre point d'amitié était lié à une facette de ma personnalité qui n'était pas moi. Et donc en fait, elle reste une amie, cette personne, mais qui n'a pas bougé de ses positions. Elle reste une amie de la facette que nous étions. Mais ces moments-là, ces prises de conscience sont en fait très, très douloureux, jusqu'à aussi ce que l'on comprenne que la personne projette sur nous, et c'est humain ça, ses propres peurs. Parce qu'à partir du moment où vous décidez d'aller vivre à la campagne alors que vous êtes basé en ville, ou en ville alors que vous êtes basé à la campagne, je pense que la personne peut aussi ressentir la douleur de votre futur départ. Hein, et ça, on le comprend pas forcément tout de suite. Hein, et je pense que aussi économiquement, certaines personnes ont vraiment peur que nous ne retombions pas sur nos pieds. Parce que si on tombe pas sur nos pieds, eh bien, elles vont se faire du souci pour nous. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut rester fort alors qu'on est en vulnérabilité. Et là, pour moi, il y a une palette de techniques, mais le temps est un agent aidant et guérisseur.
Donc, j'affirme que ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, dès lors que nous n'essayons pas de faire vraiment un truc, je veux dire, être championne du monde de tennis, si j'essaye, je vais muser, je serai plus là dans très peu de temps. Mais l'idée est de ne pas conclure prématurément ou systématiquement que l'absence de résultats aujourd'hui, l'absence d'avancée à ce jour, à telle heure du matin ou de l'après-midi, tel mois, est le signe d'une conclusion faite d'avant de ce que ça ne bougera pas. Et alors, moi j'ai une grande confiance dans la survenance d'événements non planifiés, de rencontres fortuites, qui ne le sont pas, si finalement c'est comme si l'univers, à partir du moment où nous nous alignons avec nous-mêmes, il y a une séquence dans l'un de mes livres, le premier chapitre c'est cohérence, le deuxième c'est alignement, l'autre c'est présence, etc. Il y a 12 étapes. À partir du moment où nous faisons ce saut dans le vide, moi j'ai toujours l'impression, alors j'aime les images, que l'univers, c'est-à-dire les événements, arrive au galop pour nous dire oh là là, elle est en train de s'aligner avec elle-même. Vite, on va lui donner un coup de main. Puisque très souvent, les personnes que vous interviewez ou que vous connaissez vont certainement attester de ce qu'à un moment donné, il y a des rencontres fortuites, le chemin s'aplanit, il y a des bonnes surprises. Donc, si nous sommes vrillés sur la croyance d'une systématisation à jamais de mauvaises surprises, parce que notre pensée est linéaire en Occident, ça n'a pas été bien, c'est pas bien en ce moment, ça ne sera pas bien. Si nous sortons de cette croyance, pas pour dire que ça sera toujours bien maintenant, mais que viendront aussi des bonnes surprises, nous n'avons pas la même, nous sommes en hypervigilance tout le temps. Donc moi je suis très attentive aux signes, et c'est aussi pour ça que le tableau au début, moi il y a quelque chose qui fait partie de ma pratique, même si j'en parle peu, c'est la langue des oiseaux. C'est là il y a une référence avec Saint François d'Assise qui prêchait aux oiseaux, et puis le fait de décoder ce qui va être pour le commun des mortels, l'expression je l'aime pas, pour beaucoup d'entre nous, une simple coïncidence. En fait, il y a un signe, il y a une réponse qui arrive. Quand les oiseaux chantent? Par exemple, je pense à une visite d'appartement, de choses, une visite avec quelqu'un qui, dans un premier cas, la personne arrive et trébuche dans le jardin en arrivant. Alors on peut dire, elle trébuche, ça arrive à tout le monde. Dans la deuxième situation, je me rappelle, j'ai une personne qui s'intéressait à l'ancien, et dans donc un appartement vide, et dans un placard avait été oubliée une petite tasse en porcelaine, oubliée ou laissée là pour le suivant. Donc là, on a deux éléments d'information qui nous sont donnés. L'un où on pourrait dire ça trébuche un petit peu au début, l'autre où il y a quelque chose qui réchauffe le cœur, ou qui en tout cas parle à la personne. Ces informations-là, elles seules ne peuvent pas suffire, mais lorsqu'elles s'ajoutent à toute la part cerveau gauche et rationnelle qui est l'analyse du quartier, du lieu, du budget, etc., cela peut nous permettre d'avancer dans une décision, alors que d'habitude, on n'en tient pas compte. Voilà. Et du coup, le chant des oiseaux, vous disiez, ça pouvait être vu comme un signe, comment? Alors, le chant des oiseaux, donc c'est déjà la langue des oiseaux, c'est la métaphore de ce que l'univers nous envoie comme signe, donc de décoder, de décoder. Donc, lorsque là, j'ai mis l'autre jour, je revenais d'un déplacement, et sur la route, il y a un renard qui croise mon chemin. Il est très efflanqué,
il hésite, il a sa proie dans la bouche, il s'arrête, il me regarde, et du coup, il hésite à gauche, à droite, il va à droite, et c'est un moment où moi j'ai une décision à prendre. Hein. Que je peux dire gauche droite. Enfin, c'est facile pour moi, c'est personnel, donc je veux pas en parler, mais c'est facile de voir ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ce qui est à l'est, ce qui est à l'ouest. Et cet animal, donc ça on peut dire que c'est la langue des oiseaux. C'est pas un oiseau, c'est un renard. Hein. Mais c'est de ne pas de s'ouvrir. Quand vous avez une question, formulez-la. Vous pouvez même la formuler à voix haute. Et faites attention aux signes dans les 24 heures qui suivent. J'ai vécu un moment hyper touchant. Un jour, je vous parlais de Christine Michaud tout à l'heure, et j'avais suivi un de ses programmes de psychologie positive. Et en fait, une magnétiseuse m'a dit un jour, c'était 1 an avant, que j'avais le syndrome du jumeau perdu, à savoir que j'avais une sœur jumelle qui était morte dans le ventre de maman, mais personne ne pouvait le savoir parce qu'à l'époque, il y avait pas d'échographie. Il y a un chapitre sur la synchronicité, sur les synchronicités. Christine dit ouvrez-vous au monde, jouez et tout. Et puis elle était assise tout le temps parce que c'était une formation vidéo. Elle était assise sur un fauteuil avec un petit coussin derrière elle. Mais je sais pas, ça devait être le 20e chapitre. Et là, donc elle dit ouvrez-vous au monde. Donc j'ouvre mes yeux et là elle se décale un tout petit peu. Et là je vois derrière son dos un petit coussin avec écrit la définition d'une sœur. Et j'en ai pleuré parce que je me suis dit mais c'est quand même fou ces signes comme ça, c'est impressionnant. Et nous, alors Jung en a beaucoup parlé. Jung s'est aussi intéressé au Yiking, à la chose chinoise, et c'est un niveau de lecture, c'est une autre approche qui pour moi n'a pas à remplacer notre lecture rationnelle des choses, mais qui donne de l'étoffe à notre quotidien. Parce qu'en fait, nous sommes sans arrêt connectés à du plus grand, ce que moi j'appelle du plus grand que nous. Et l'attention, l'observation à ce qui se passe autour de nous, comme vous qui avez lu, vous aurez pu voir le coussin, mais vous auriez ne pas le lire, ou à un moment donné où je me disais, est-ce que je continue mes vidéos mensuelles, parce que c'est du boulot quand même, je fais une vidéo mensuelle sur l'énergie temporelle tous les mois, c'est quand même un travail de transmission que j'adore, mais c'est du boulot, et j'étais vraiment en train de me poser une question, et devant la fenêtre, je vois ce que je suis dans un coin un peu sauvage des US sur la côte Est. Je vois 7 dindons sauvages à la queue leu qui passent et qui se rassemblent. Donc c'est une équipe, comme si j'avais une audience derrière la fenêtre qui ne peut que me dire ne te retire pas, reste avec nous. Hein, c'est un animal précieux. Hein, nous on moque des dindons en France, mais ici c'est un animal d'une beauté fabuleuse. Ils étaient 7. Ils ont passé 5 minutes derrière ma fenêtre, là, sur la gauche, quand je vous regarde. Donc ça, il est clair, j'allais pas arrêter. J'ai continué. Ouais. Et je vais attaquer les petites questions parce que comme on a un temps restreint. Petite question que je pose à tous mes invités. Comment vous écoutez votre intuition? Je l'écoute. Ah oui, ça, je l'écoute. Alors la réponse, vous voulez une réponse plus longue. Déjà, j'ai une confiance personnelle, comment dire, totale, sans restriction de mon intuition. Hein, parce que d'abord, dans mon travail en particulier, je ne travaille pas à l'intuition. Il y a tout un travail de préparation, d'analyse, que ce soit en temporel, en lecture temporelle ou en lecture. Donc, je ne me repose jamais uniquement sur l'intuition. Donc, je sais que quand elle arrive, quand il y a une intuition, elle est certainement aussi nourrie de toute pas forcément le travail de préparation, parce que je sais pas si ça se travaille, mais le travail de mise en condition et de disponibilité par rapport à mon sujet ou la problématique. Ensuite, l'intuition se manifeste physiquement. C'est-à-dire que je vais avoir, quand il y a une présence dans la pièce, j'ai chaud dans le dos. Je me mets à avoir chaud derrière et je vais communiquer à la personne en face de moi que nous ne sommes pas seuls. Quand les choses sont tout à fait justes, j'ai des frissons dans les mains.
Hein. Quand il y a un lien avec la mort, je suis glacée. Ça vient très vite et ça passe. Donc j'ai appris à tenir compte. Enfin, pour moi, la réponse à votre question, c'est que le corps me permet d'évacuer ce qui pourrait être je ne sais quoi d'autre, mais qui n'est pas utile à l'avancée pour moi ou pour les personnes qui me consultent ou pour mon entourage. Hein. Et puis l'intuition, je la cultive. Ça, c'est un autre sujet. Alors, c'est encore une fois très influencé par l'énergétique chinoise, parce que je pense que plus notre corps est en forme, ça passe par le sommeil, par la digestion, par l'alimentation, la digestion, le sommeil. Donc ça, je suis ferme là-dessus. Moins nous sommes capables de prendre je ne sais quoi pour des intuitions, et plus nous sommes capables de filtrer de manière pertinente ce qui vraiment est utile. Hein. Et donc nous, enfin, je veux dire, si je reprenais vraiment des cours, je donne plus que des cours très ponctuellement, mais je pense que j'embêterais les personnes sur la question de comment dormez-vous, comment mangez-vous, comment digérez-vous, parce que tant que ça c'est pas en place, nous sommes pollués de l'intérieur et notre esprit gambade plus vite là où il n'a pas à aller. Ouais, clairement. Comment vous célébrez vos réussites ? Comment je célèbre mes réussites? Je célèbre toujours. Il y a encore un chapitre dans le dernier bouquin qui s'appelle célébrer les avancées. Je bois plus beaucoup, mais je suis française, donc un verre de champagne ou un demi-verre de champagne, ça peut être ça. Mais je célèbre pas forcément les réussites, je célèbre les avancées. Donc, par exemple, d'arriver enfin à contacter un électricien que je n'arrive pas à voir est une occasion de célébration. Alors pas au champagne, hein, mais d'une manière ou d'une autre. Je vais m'accorder une pause dans un endroit qui me plaît, 3 minutes, et c'est un temps de célébration pour cette avancée. Parce que la célébration est hyper importante. Elle est en fait un temps qui acte l'avancée et la résolution d'une difficulté ou d'un challenge, d'un défi et d'un problème. Et tant qu'il n'y a pas vraiment de clôture, hein, nous n'avons pas la même disponibilité énergétique pour le déploiement ultérieur sur un autre projet, sur un autre... donc je célèbre. Et je célèbre même l'arrivée, quand je mange quelque chose de nouveau, je fais un vœu. Donc ça, c'est une célébration. À quel moment dans votre vie vous êtes dit pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Je me le suis dit quand je suis passée du public au privé. Parce que je suis aussi, enfin, je suis passée à la culture, etc. J'ai un diplôme de conservateur de bibliothèque. Hein. J'ai travaillé dans une grande bibliothèque à Beaubourg et dans une grande bibliothèque à Paris. Et je voulais passer dans le privé. Je me rappelle que j'avais été voir ce qui était l'Agence nationale pour l'emploi à l'époque, et la nana m'avait dit « Oh madame, vous n'avez aucune chance, aucune chance ». Donc du coup, je suis sortie, parce que j'étais fonctionnaire à vie normalement là, et je suis sortie. Et sur le trottoir, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Pourquoi pas moi ? 3 mois après, j'avais un poste dans le privé. Donc c'était ça, c'est par le biais d'un refus. Ouais. C'est quoi la réussite pour vous ? C'est d'être soi. Qu'est-ce que vous pensez que la petite Marie-Pierre de 6 ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui ? Elle dirait fais-moi rire. Pourquoi ? Fais-moi rire parce que tout ce qu'on fait, toutes nos réussites, à mon avis, ne valent vraiment la peine que si nous gardons notre humour, que si nous sommes capables de sourire,
même à ceux qui nous critiquent. Moi, je pense que je bouge les lignes, que si on ne comprend pas la complexité de mon sujet, on peut pas penser que certaines de mes conseils sont simples. Mais le simple est agissant, et le simple, quand il est issu de la richesse de la pensée classique chinoise, bon ben c'est en fait c'est pas si simple que ça. Et en tout cas, ce qui compte, c'est efficace. Elle était un petit peu seule, la petite fille de 6 ans, hein. Et elle avait peut-être pas le temps de rire et le recul que j'ai aujourd'hui. Il y a que les sourires que là vous souriez. Il y a pour moi ce qui nourrit vraiment la vie, c'est bien sûr ce que l'on y fait, etc. Mais c'est aussi la capacité d'être en paix le soir, en se couchant, et puis de croiser quelques personnes qui vont nous sourire dans la journée. Ça, c'est absolument merveilleux. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. Ça a été quoi, du coup, à vous, vos renoncements quand vous êtes consacré à la médecine chinoise, Je suis pas médecin, hein. J'ai appris les chinoises, mais en tout cas. Aujourd'hui, du coup, d'ailleurs, c'est quoi comment vous vous présentez Alors maintenant, c'est simple puisque j'ai écrit 5 bouquins. Maintenant, je dis auteur. Ouais. Mais c'est praticienne les deux techniques que j'utilise le plus, c'est vraiment la lecture du temps. Hein, la question du timing, donc c'est lecture temporelle, et puis la lecture de l'espace, parce que j'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle la voie du feng shui. Donc je suis auteure et praticienne. Hein, et donc votre question, c'était quoi, le renoncement? Ouais. Pour moi, le renoncement, c'est de ne toujours pas rentrer dans une seule case. Je pense que les journalistes, quand ils m'interrogent, ils ont vraiment du mal. Ils veulent me mettre dans la case feng shui. Ah, mais je connais aussi les arts martiaux. Ah, mais les arts martiaux. Ah, mais non, mais je connais aussi le yiking. Ah, mais non, etc. Donc, et puis je connais la botanique, et puis je suis en lien avec les Wampanoag, enfin ça c'est encore autre chose, quoi. Les peuples natifs de la côte est des États-Unis. Enfin bon, je suis difficile à mettre dans une case. Donc mon renoncement, c'est d'arriver à avoir un mot unique pour me définir. Bon, ben ça, c'est pas grave de renoncer à ça. En effet. C'est quoi la plus grande difficulté que vous ayez eu à traverser dans votre vie? La plus grande difficulté, c'est une super question, hein. La plus grande difficulté. D'abord, j'ai du mal à répondre parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Je dirais que finalement, je m'en souviens pas de la plus grande. Je m'en souviens pas. C'est-à-dire que c'est derrière, hein. C'est traversé, c'est derrière. Bye bye, goodbye, au revoir. On s'en fout, on avance. Ouais. On en garde des enseignements, mais on avance. C'était la plus grande difficulté d'avoir dû créer, d'être passé pour une extraterrestre auprès de personnes qui ne comprenaient pas ou ne comprendront peut-être jamais ce que je fais. Hein. Il y a une difficulté actuelle qui est la difficulté actuelle, elle est, je pense que toutes ces techniques, tout ce qui est dit au nom de l'énergie, crée un espoir fabuleux. Et dans cet espoir, il y a l'idée que que l'on peut sortir définitivement et rapidement d'ornières. Or, moi, ça fait quand même plus de 25 ans que j'ai des consultations tous les jours, quoi, hein, vraiment bon. Et donc, ce que j'ai à dire, c'est que effectivement, ces repositionnements prennent du temps, impliquent un certain effort, et j'ose même pas dire le terme effort parce que ça fait peur, mais une certaine discipline quotidienne pour nous empêcher nous-mêmes de nous prendre au piège par la croyance que ça va pas le faire. Hein. Et ça, aucun praticien ne peut se substituer à la responsabilité individuelle de la personne de
de commencer à dire au revoir, comme je l'ai fait avec les difficultés, de commencer à dire au revoir à la chronique annoncée d'une malédiction éternelle qui serait sur nos épaules. Et ça, par moments, je pense que ce discours-là dérange, quand je parle d'une vitalité que nous avons tous, qui peut être ressuscitée, à condition de la nourrir un petit peu tous les jours. Je pense que cette posture-là peut déranger des personnes qui vont dire oh là ça prend du temps et puis c'est quoi pas bon. Et en même temps, l'expérience montre que nous avons à répéter ces actes vertueux au service de nous-mêmes plus qu'une seule fois. Ouais, c'est de l'endurance. Pour moi, je dirais, c'est du bon sens. C'est-à-dire, quand vous avez compris que vous ne pouvez plus manger telle chose parce que ça conduit à tel résultat, ou que vous avez vraiment compris que de faire un énième dîner avec telle personne ou tel membre de la famille qui finalement vous fiche à plat, il est de votre responsabilité, pas du jour au lendemain, mais d'arriver à ne plus y aller. Le temps de votre repositionnement, par exemple. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Je ne jette absolument pas la pierre. Hein. Donc, s'il y avait quelque chose qui magiquement nous permet, dès la prise de conscience, suite à un seul exercice, de sortir de l'ornière définitivement, ça se saurait. Or, malheureusement, il y a une consistency, il y a une nécessité d'être en loyauté avec nous-mêmes suffisamment longtemps. C'est ça qui marche. Puis comme on le disait tout à l'heure, après on ne peut pas s'oublier. Clairement, c'est être aligné, savoir pourquoi on le fait, pourquoi on dit non, et être aligné avec le fait qu'on se dit que c'est pour du bien de dire non aux autres aussi. Et c'est pour ça que je parle moi de notre boussole intérieure, de notre capacité. J'utilise beaucoup pour moi comme guide la joie. Hein. Lorsque vous êtes avec des personnes en phase avec vous-même, même si c'est que 2 personnes dans votre entourage et pas 50, que vous êtes dans une activité que vous ne maîtrisez peut-être pas encore, mais qui correspond à qui vous êtes, vous allez avoir des flamèches de joie. Hein, le titre de mon dernier bouquin, le feu intérieur, ça va commencer à rayonner, ça va commencer à pétiller, et nous avons une vigilance, une responsabilité à avoir quant à la qualité de ce feu intérieur. Et c'est à nous de remettre des bûches dans le feu. C'est comme dans Koh-Lanta, il faut le garder en vie, ce feu. Exactement, ouais. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des peurs? Des peurs. Moi, je suis amie avec mes peurs. Quand elles viennent, il faudrait que j'en trouve une peur. L'autre jour, je suis arrivée à New York par le train. Je devais retrouver quelqu'un. J'avais aucune connexion Internet. Et je me suis dit là, ça va foirer. Je vais pas pouvoir rencontrer la personne. Et j'ai eu quelques instants la peur que vraiment ça foire, quoi, parce que bref. Et je voyais bien mon cœur qui accélère un petit peu, puis après je me suis dit ok, bon, je me pose, hein, il y a un truc, hein, je me pose, il y a un truc, je laisse passer un petit peu de temps, hein, parce que le temps est agissant. L'heure d'après n'a pas la même énergie que l'heure d'avant. Hein. Et lorsque je me suis calmée, je me suis dit, mais c'est simplement qu'il n'y a pas de réseau au sous-sol de la gare. Je suis montée, il y a eu le réseau, la personne était là. Hein. Donc, les peurs, pour moi, sont en fait pas forcément des mauvaises conseillères. Hein. La peur me dit, un animal qui n'aurait jamais peur se ferait manger tout de suite, ne survivrait pas. Donc, nous avons l'habitude de considérer que les peurs sont mauvaises conseillères. C'est pas la peur qui est mauvaise conseillère, c'est l'état d'agitation dans lequel elle nous met.
La peur elle-même peut simplement être la conscience d'un vrai raté possible. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui? D'être moi-même, d'avoir mes cheveux qui sont plus coupés courts, comme quand toute l'époque où j'essayais de montrer que j'étais rationnelle. J'ai longtemps eu les cheveux très courts. Ça passait mieux en entreprise. C'est fini, ça. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit que vous n'en êtes là aujourd'hui que grâce à de la chance, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je lui dis, ouais, je lui dis oui, bien sûr, je vais pas aller contre, mais je vais simplement lui dire, moi, j'ai une idée de la chance qui est que la chance, elle se construit, elle s'alimente, et que j'ai peut-être une bonne étoile, mais que les bonnes étoiles, enfin, à cette personne-là, je vais lui sourire, hein, et je vais lui souhaiter bon vent. Bon vent, parce que moi, je suis pas là pour convaincre. Je suis là pour avancer sur mon chemin et rencontrer des personnes avec qui il y a quelque chose à faire, que ce soit de l'ordre amitié, que ce soit du professionnel. Et je ne suis pas dans une mission. Je suis pas dans une mission de conversion. Je pense que j'ai acquis un certain nombre d'outils qui m'ont personnellement beaucoup servi, hein. Et pour moi, rencontrer qui que ce soit est un honneur. Donc cette personne, je vais lui dire bah oui, bah bonne chance, hein, je vous en souhaite autant. Enfin, je sais pas, je vais lui faire un sourire. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui? Écoutez-vous. Écoutez-vous et ne mettez pas tout de suite les intuitions que vous avez, les ressentis que vous avez à la poubelle ou au fin fond de votre poche. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Le conseil qu'on m'ait donné, le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Bon, elles sont difficiles vos questions. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné, j'en sais rien. Je sais pas quoi répondre. Joker. Joker, ouais, Joker, exactement. C'est quoi vos prochains défis? Mon prochain défi, d'abord de durer le plus longtemps possible dans le meilleur état possible, hein, de continuer mon travail de transmission. Ensuite, j'ai repéré un endroit pas loin de chez moi. Enfin, j'ai toujours voulu monter à cheval. Je n'ai jamais. Enfin, j'ai fait ça quand j'étais petite, mais vraiment très peu. Et là, il y a un centre équestre qui vient de se monter de toutes pièces à 2 kilomètres de chez moi. Donc, ce sera peut-être ça, en fait, hein, de prendre plus de temps pour ça. Donc, c'est physique, c'est dehors, c'est avec la nature et les animaux. Et les animaux, ouais. Vous connaissez d'ailleurs l'équi-coaching? Absolument, bien sûr. Oui, depuis très longtemps, il y a une personne qui avait suivi mes cours, je crois que c'était en 2002 ou 2003, qui s'est ensuite spécialisée dans l'équi-coaching. Je trouve que c'est absolument, enfin c'est phénoménal. C'est incroyable, ouais. Grâce à l'animal, au cheval qui va pas, à qui on peut pas raconter d'histoire. C'est ça. Et ce que je veux dire d'ailleurs aussi dans mes consultations, je fais un point là-dessus, c'est que mes consultations sont souvent vraiment au rayon laser, hein, je ne suis pas thérapeute où il y aurait une série de consultations. Et avant la consultation, je ne veux rien savoir, je ne demande pas d'infos, sauf la date de naissance de la personne. Hein. Et ce qui est un petit peu comme un acupuncteur, qui lorsqu'il va prendre le pouls, pour moi c'est la date de naissance, il ou elle vont tout de suite savoir finalement où est le déséquilibre. Donc, avec la date de naissance, vous voyez un déséquilibre? Hein?
Quand vous dites que la date de naissance permet de voir un déséquilibre? Eh ben donc c'est ce que j'appelle la carte énergétique de la personne. Il y a vraiment un double objectif qui est d'identifier les forces, la trame énergétique, donc les forces, les atouts, les talents, le type d'énergie, le terme de contexte qui favorise la personne, et puis aussi les points de blocage. On va les voir. Donc mon rôle, il est à la fois de valoriser les forces qui sont peut-être que émergentes, mais qui sont là depuis longtemps. Hein. Et puis de l'autre côté, d'identifier, et ça peut se faire ça se fait en une seule séance, les points de blocage. Hein, par exemple, en simplifiant beaucoup, ça peut être que la personne qui continue à bosser énormément, dans sa carte énergétique, la question n'est pas de bosser énormément, mais d'accepter de se mettre plus en lumière. Or, comme il est possible que pour des raisons qui lui appartiennent, qui seront discutées en séance, se mettre en lumière, elle le voit comme étant dangereux. Elle va pas se mettre en lumière. Travailler beaucoup, c'est rester dans l'ombre, mais ça ne produit pas de résultat. Après, il peut y avoir, par exemple, le burn-out. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, je ne sais plus où j'en suis. Carte énergétique, remettez-moi sur votre question. C'était, vous parliez des séances que vous faites où vous êtes. Et donc du coup, par exemple, le cheval, ce qui me fait tout de suite penser, c'est que le cheval, si vous êtes en thérapie, vous pouvez passer des séances et des séances comme moi je l'ai fait avec mes maux de tête, à parler de mes maux de tête à un praticien que je respecte beaucoup. Hein, je veux dire, je lui dois beaucoup au psy, qui m'a suivi pendant des années. Mais il va m'écouter, il m'a écouté. Mais si vous êtes avec vos problèmes face au cheval, il n'a pas besoin de les écouter, votre problème. Enfin bon, ça c'est pas à moi d'en parler, je ne suis pas spécialiste des quick coaching, mais c'est un domaine extrêmement intéressant, c'est bien que ça se développe et ça permet de court-circuiter, de se connecter presque plus vite à soi-même par l'intermédiaire de l'animal. C'est ça. Moi, ça peut être le renard que j'ai vu l'autre jour. Hein. Le renard, bien sûr. Bon. Et donc du coup aujourd'hui, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur vous, donc vous avez écrit un certain nombre de livres. Ouais, j'ai écrit. Donc l'un des défis, c'est de pas en écrire un cet été. Donc j'ai écrit 5 livres en 6 ans. Là, donc je vais me calmer un petit peu. Le premier qui vient d'être réédité, je les nomme ou c'est pas? Oui, avec plaisir. Allez-y. Le premier s'intitule La Voix du Feng Shui, qui était vraiment, j'aimais beaucoup son sous-titre de la première édition, Chevaucher le temps, apprivoiser l'espace, prendre sa place. Donc, qui remet vraiment en contexte les différences de vue entre la pensée occidentale et la pensée chinoise par rapport à l'espace, le temps et l'espace. Donc ça, c'est vraiment, ça permet de se positionner, même s'il est un petit peu technique pour ceux qui ne connaisseraient rien du tout de l'énergétique chinoise. Ensuite, il y a eu Oser s'accomplir, qui est beaucoup inspiré. Il y a 12 chapitres des postures en arts martiaux, 12 chapitres, avec toujours beaucoup d'exemples et d'exercices pratiques à mettre en place. 12 clés pour être soi. Après, il y a eu Debout, la force de s'incarner, qui identifie 9 défis d'incarnation, 5 épreuves et 8 parades que j'ai écrit après avoir failli mourir du Covid quand on pensait en janvier 2020 que c'était juste une grippe, parce que je l'ai eu avant tout le monde, ça c'est bon. Et puis, il y a un coffret sur l'alignement avec des cartes qui permet d'avancer autrement dans mes sujets. Hein, c'est une sorte d'oracle? C'est une sorte, on peut dire que c'est un oracle avec... ce que je vois, c'est que les personnes l'utilisent. Soit vous avez une question, vous tirez une carte, ou vous tirez plusieurs cartes, ou vous n'avez pas de question, vous tirez la carte, elle vous donne une réponse, avec toujours derrière des exercices de posture. Et puis le dernier, le feu intérieur, 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité, chez Robert Laffont. Là, je me suis vraiment dit, bon, maintenant, allons droit au sujet. Le sujet principal est le chi, la force vitale, que je traduis non pas par énergie, parce que l'énergie ne fait pas partie de la traduction officielle du terme chi quand on regarde, quand on s'intéresse aux idéogrammes chinois. Je traduis par vitalité, hein, dont la manifestation est la joie. Sommes-nous en joie ou pas? Et que pouvons-nous faire
pour booster au quotidien nos forces de vie. En fait, il y a une croyance qui est que, donc ça s'appelle le feu intérieur. Nous avons une croyance qui est que nous naissons finalement avec de la vitalité, et puis la vie va nous la manger, va nous la bouffer, pour parler vulgairement. Or, c'est en partie vrai, bien sûr, mais ce que nous ne mesurons pas, et ce que toutes les techniques de gymnastique chinoise, de toute l'approche classique chinoise fait, c'est de proposer non seulement la protection de ce capital, mais aussi l'optimisation ou le nourrissement, je préfère ce terme qu'optimisation, de ce capital. Et ça passe par des gestes simples, des pratiques quotidiennes. Je suis sûre que vous les avez mises en place, certaines, on va dire, suite à votre burn-out. Et donc là, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre pour tourner autour du pot. Il faut que nous sortions d'une lecture où nous sommes condamnés à nous épuiser. Mais pas du tout. Pas du tout. Bref, voilà, tout est dit. Et donc aujourd'hui, vous faites aussi donc des séances à distance. Vous pratiquez à la fois en anglais et en français, ou que en français? Ouais. J'ai des clients qui sont un petit peu... Depuis le confinement, je ne reçois plus. Là, dans mon bureau ici à Boston, je recevais des personnes, mais en tout cas ici aux US, il y a une telle habitude au distanciel, et puis donc mon quotidien depuis près de 25 ans, ce sont les consultations. Les livres, je les ai faits en plus, et les livres sont nés d'une frustration parce que pour palper, pour toucher, pour être le témoin d'une souffrance individuelle, mais qui est en fait l'expression d'une souffrance collective. Mes livres sont nés d'une frustration à ne pas pouvoir toucher un nombre de gens plus grand que ceux et celles qui me faisaient confiance en consultation. Donc là, ce sont des bouteilles à la mer. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes qui utilisent les exercices que je propose. C'est fait pour ça. Génial. Hein, pour ensemencer la vitalité. Ça fait 2 ans qu'on nous parle de mortalité. Ça suffit. Voilà, donc ça suffit. Et je veux pas. Très contente de ça. Est-ce que vous avez un conseil de lecture? Donc là, je mettrai de toute façon le lien vers votre site internet où il y a donc tout le nom de tous vos livres. En parallèle, si personne nous écoute, est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie de leur recommander? Un livre en dehors des miens. Moi, je pense que Oui. alors mettre le nez dans le Yiking, c'est bien, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire si je regarde sur mes étagères? Sachant qu'on vous voit pas, mais on voit que vous êtes entouré de livres. Entouré de livres et Moi, roman ou pas roman? Ce que vous voulez. Question ouverte. Question ouverte, il y en a tellement. J'ai du mal à répondre. J'ai déjà dit le Yiking, mais ça c'est compliqué. Je dirais l'autobiographie de Jung qui s'appelle Ma vie. Ma vie. Ça n'a pas à se lire complètement. Comme mes bouquins d'ailleurs, du début jusqu'à la fin, ça peut s'ouvrir un peu n'importe où et on se fait. Parce que c'est une sacrée présentation quand même lui aussi à une autre lecture du monde qui n'est pas que linéaire, puisque. Clairement. Je vois que, alors c'est petite parenthèse, je vois que vous êtes debout. Oui, je travaille debout. Regardez la merveille. Parce que en général, tout le monde est assis. Ah, vous avez la table mouvante. Super. Une table qui bouge oui. Et debout, c'est le nom de l'un de mes livres. Hein. Oui. Debout, ouais. debout n'est pas qu'une posture physique, c'est aussi une posture mentale. On peut être debout alors qu'on est assis. Et je viens de voir une marmotte derrière. Ça, c'est rare dans la journée, on la voit pas, qui vient de passer derrière la fenêtre. J'adore les marmottes. Nous ne sommes pas tout seuls, ma chère. Nous ne sommes pas tout seuls. Et les marmottes se mettent debout, elles aussi. Ouais. Donc, je travaille debout. Donc, j'ai longtemps été assise pendant mes consultations. Les journées pouvaient être longues. Et j'en parle dans mon dernier livre. Hein. Nous sommes assis trop longtemps,
trop souvent, c'est pas bon pour la digestion, c'est pas bon pour le dos, et donc d'être debout est un moyen pour moi est une posture et une attitude. Effectivement, je travaille debout. À qui aviez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À mes ancêtres il y a très très longtemps que je ne connais pas. Je serais bien contente de pouvoir discuter avec je sais pas, au 15e siècle, au 13e siècle, et puis d'avoir une discussion, d'où vous veniez, qui étiez-vous, et voilà qui je suis. À la lignée, quoi. Merci beaucoup Marie-Pierre, et je mettrai donc tous les liens sur le site pour vous suivre, et puis j'espère à très vite. Merci à vous, et puis merci à vos auditeurs, et merci à tous ceux et celles qui, même si il ou elle trébuche, même si il ou elle doute, se remettent debout. Je vais encore dire une chose en termes peut-être de conseil, hein, de reculer, c'est pas grave. De faire un pas de côté, c'est pas grave. Mais dès lors que nous nous remettons sur notre chemin propre, dans les jours qui suivent, même le mois qui suivent, arrêtons d'être si critiques envers nous-mêmes. Aimons-nous. Ah oui, apprendre à s'aimer et donc se respecter et se faire respecter. Merci à vous, hein, merci pour vos questions. Avec grand plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour suivre Marie-Pierre, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Et comme vous le savez, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le suivre sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous retrouve vendredi sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode.